La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour Camille. Bonjour. Comment vas-tu ? Super, merci et toi ? Ça va très bien, merci beaucoup. Je suis ravie de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Pour commencer, je vais poser la même question que je pose à tous mes invités. C'était quoi, toi, ton dessert préféré quand t'étais petite ? J'en ai eu beaucoup. Donc t'es une grosse gourmande. Ouais, je suis une grosse gourmande. Autant le salé que le sucré. Donc c'est pas problématique, mais j'aime autant l'un que l'autre. Moi je dirais que je suis une grande fan du cookie. Ok. Mais quand j'étais petite, j'adorais les crêpes de mon papa. Donc on va partir sur la crêpe. Qu'est-ce qu'elles avaient de spécial, les crêpes de ton papa ? Mon papa est breton. Donc il les fait un peu... Moi je les fais pas aussi bien que lui, j'avoue. La pâte est un peu caramélisée et quand il la cuit, en fait, il met beaucoup de beurre. Du coup, on a une très belle coloration. Et voilà, on met toujours du beurre demi-sel. Donc, ça apporte ce petit plus dans la pâte, quoi. Et donc, t'as toujours aimé les desserts, le sucré, la pâtisserie et la cuisine ? Oui. Donc, exactement. Pourquoi est-ce que finalement tu t'es décidée sur la pâtisserie plus que... Très jeune, je savais que je voulais pas faire un métier, bosser dans un bureau, ça aurait pas été possible pour moi parce que j'avais des gros problèmes de concentration. Et en fait, je voyais beaucoup ma mère. Ma mère, elle adore cuisiner. Voilà, on a eu beaucoup de chance là-dessus. Elle cuisine super bien. Et en fait, en la voyant faire, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Donc, j'ai fait un stage un peu plus tôt que d'habitude. En général, on fait un stage en 3e. Moi, j'avais demandé d'en faire un en 5e. Ah oui. Ouais. Et j'avais commencé, du coup, dans un restaurant que, en fait, mon papa avait en client parce qu'il fait de l'huile. Et du coup, j'ai commencé par faire un stage en cuisine et je me suis rendu compte que on m'avait laissé du coup faire les entrées, les desserts et je me suis rendu compte que j'avais une petite préférence pour les desserts. Qu'est-ce qui joue dans cette préférence, selon toi ? Qu'est-ce qui t'attire un peu plus ? Je dirais, c'est assez étrange, mais il y a une précision qui m'a un peu, qui m'a fascinée, quoi. La régularité, genre je dis pas que les cuisiniers c'est que rock'n'roll, loin de là, mais c'était plus minutieux, plus consciencieux, ça me ressemblait plus, je trouve. Mais c'était pas spécialement une histoire de goût. Non. T'aimes autant l'un que l'autre. Exactement. Et toujours aujourd'hui ? Toujours aujourd'hui. Du coup, après, par la suite, j'ai passé plusieurs diplômes en pâtisserie et j'ai voulu également faire un diplôme en cuisine. Donc, j'ai fait une mention complémentaire traiteur et qui m'a amenée, j'ai eu la chance de pouvoir bosser dans une belle maison et j'ai fait vraiment de la cuisine et pas vraiment du traiteur, mais vraiment de la cuisine traditionnelle française en plus. Donc, ça m'a vraiment appris toutes les bases que je souhaitais, quoi. Selon toi, c'est quoi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi ? Le dimanche midi, souvent on mange bien parce que c'est le dimanche en famille, souvent. Donc, je dirais quelque chose d'assez léger, frais. Ma maman nous faisait souvent, alors c'est pas elle qui le faisait, elle l'achetait, mais l'omelette norvégienne. Ok. Parce que c'est glacé. Moi, j'adore la meringue aussi. Et c'est frais, quoi.
Donc en fait, tu viens quand même d'une famille où vous aimiez bien manger, il y avait pas mal de desserts aussi. Vous étiez vous êtes une famille de gourmands. Oui, de bons mangeurs. Vraiment, on a toujours entrée, plat, dessert. Et avant le dessert, comme mon père adore le fromage, il y a le plateau de Ah fromage oui. avant. Donc, on est des très bons mangeurs. Voilà. C'était quoi les saveurs de ta toute première création? Est-ce que tu t'en souviens? Alors, je sais pas si je m'en souviens. Euh, hmm, Je crois que je m'en souviens plus. Pas la première dont tu te souviennes. Celle qui m'a marquée, je pense que ce serait un dessert autour de l'abricot, de la betterave et comment ça, j'avais mis une herbe aromatique qu'on met souvent sur la pizza, de De l'origan. l'origan. Exactement. Donc, alors, abricot, betterave, origan. Oui. Là, cette idée, elle t'était venue d'où? Et bien en fait c'est le premier restaurant qui m'a laissé créer les desserts. Enfin on m'a fait vraiment confiance et on m'a laissé entière champ libre sur la créativité. Donc je m'entendais super bien avec ma chef et en fait en la voyant travailler plein de produits, moi je me suis dit j'avais la chance qu'elle me fasse goûter tout ce qu'elle créait et on changeait la carte toutes les semaines. Donc, je pense que à chaque fois qu'il y avait un produit qu'elle aimait bien, bah moi je me disais je vais lui faire plaisir et je vais essayer de l'introduire dans mes desserts. Mais là, en plus, c'est assez. Enfin, je trouve qu'il y a une double originalité. Parce que tu vois, on pourrait se dire déjà abricot, origan, ça serait un petit peu. Enfin, ça change de ce qu'on connaît. Et en plus, avec de la betterave, c'est encore un autre changement, quoi. Alors, Je trouve que c'est audacieux pour un premier dessert en plus. moi en fait donc le dernier diplôme que j'ai fait c'était un BTM et j'ai travaillé mon mémoire c'était sur les herbes aromatiques. Ok. Donc, j'adore travailler les herbes aromatiques dans mes desserts. Je trouve que ça apporte vraiment, au-delà de l'originalité, ça apporte vraiment de la fraîcheur. Et je trouve on n'a pas souvent pensé, enfin maintenant ça se fait de plus en plus, mais on restait sur des goûts un petit peu. Au début, c'était basilic, menthe. Ouais. C'était des herbes assez, pas trop difficiles à travailler. Et je me suis dit, mais pourquoi on pourrait pas pousser le truc jusqu'au bout et utiliser des herbes parce que les cuisiniers, ils ont un large choix d'herbes aromatiques, quoi. Donc je me suis dit, pourquoi pas nous? Et, euh, et voilà, après, pourquoi ça m'est venu, vraiment, je ne me rappelle plus exactement. Mais ça devait être qu'il y avait des éléments dans la carte de salé et ça m'a inspirée pour pouvoir les mettre dans mes desserts. Quand tu choisis du coup ce sujet pour ton mémoire, enfin, déjà, je sais pas comment ça se passe, du coup, en quoi ça consiste du coup ce mémoire? Est-ce que c'est étudier justement enfin, qu'est-ce que tu as vu en fait justement en étudiant ça sur les herbes aromatiques? Eh ben, alors j'ai appris vraiment beaucoup de choses sur la manière de comment les récolter, comment Ok. les conditionner, comment les travailler en fonction de si elles sont fraîches, si elles sont séchées. Il y a plusieurs de méthodes, l'infusion, la décoction, la macération. Et voilà, pour pouvoir avoir le maximum, enfin la travailler dans les meilleures conditions et pouvoir aussi respecter le produit comme il faut. Donc l'idée c'était de aussi aller voir des producteurs de certaines de ces herbes aromatiques pour voir comment est-ce que ça se passe, comment ils le cultivent, etc. Ou c'était 100%... Et ben alors, en fait, j'ai la chance que mon papa soit jardinier. Donc du coup, je me suis vraiment documentée, j'ai acheté des livres, je me suis renseignée. Et puis j'ai eu la chance aussi d'avoir... pouvoir expérimenter de le faire. Exactement. Est-ce que tu as découvert des herbes aromatiques avec ce mémoire? J'en ai découvert plein, ouais, j'en ai découvert plein. Après, c'est vrai que j'essaie quand même de travailler le plus possible des herbes qui sont... ma devise, que ce soit avec les fruits ou les légumes, c'est de travailler avec des produits de saison. Oui. Et français de préférence aussi. Donc voilà, il faut faire avec ce qu'on a au moment où on l'a.
Et dans les arbres que tu as pu découvrir, lesquels, je sais pas, est-ce qu'il y en a qui sont devenus, tu vois, un petit peu tes chouchoutes et maintenant tu as envie de les travailler Alors j'en ai travaillé beaucoup déjà, mais surtout, en fait, j'aime quand même certaines herbes classiques telles Ouais, l'estragon, la tagette, la ciboulette. ouais. Parce que les herbes aussi qui sont assez simples, qui poussent toutes seules, sans qu'on ait rien besoin qui n'ont pas besoin trop d'entretien et qui sortent comme ça. La ciboulette en plus c'est pareil, en dessert finalement c'est moins courant. C'est vrai, c'est vrai. Avec quoi est-ce que tu la marierais? Je la marierai avec généralement, je travaille donc j'adore les oléagineux. Donc Ok. je trouve que pour moi ça apporte de la rondeur, du goût. Enfin c'est très gourmand. Et après je casserai ça avec un fruit. Donc je pense un fruit ou un légume. Euh, La ciboulette, je pense que ça pourrait bien se marier avec bon les agrumes. Je pense que ça pourrait très bien en aller. Qui ait du goût, mais qui prennent pas un agrume quand même pas trop fort pour qu'on Ouais, puisse bien combiner les deux. Je dirais de l'orange sanguine, par exemple. ok, Ouais. ça me va. Et les saveurs de ta dernière création, c'était quoi? Les saveurs de ma dernière création, c'était au dernier poste dans lequel je me trouvais. J'avais travaillé de la coriandre vietnamienne avec la carotte et l'orange sanguine, justement. Ah. Est-ce que à chaque fois que tu penses tes desserts, du coup, j'ai l'impression presque que tu penses systématiquement une herbe. Oui. Maintenant, oui, c'est vrai. Elle intervient à quel moment? Du coup, comment ça se passe un petit peu quand tu crées un nouveau dessert? Quelles vont être les étapes? Toi, par d'où tu pars? Tu vois, est-ce que c'est d'un produit? Est-ce que c'est du fruit? Est-ce que c'est de l'herbe aromatique? Pourquoi pas? Enfin voilà, quel est ton point de départ et ensuite, comment est-ce que tu continues? Alors, je lance plein de préparations. J'essaie de travailler. Au début, je lance beaucoup, beaucoup de préparations pour ensuite faire le tri. Je lance des crèmes de base, des biscuits aussi classiques, gourmands. Mais j'en teste 2 ou 3 pour pouvoir Ouais. savoir lequel se marierait le mieux au résultat final. Et ensuite, donc je lance des préparations sur justement avec mes herbes aromatiques. Donc je fais souvent des gels, des gelées, des infusions pour après voir si je peux le mettre en sorbet. Ok. Voilà, j'essaie d'avoir plusieurs. Je pars du principe quand même qu'il faut avoir. Moi, j'aime bien dans un dessert, avoir plusieurs textures. Si je peux avoir plusieurs températures, c'est top aussi, ça apporte quelque chose, je pense. Après, c'est pas nécessaire, hein, ça dépend. Mais vraiment, la texture, c'est important. Je veux de l'onctuosité, je veux du croquant. Ça, c'est mes. Et puis après, si on peut apporter du frais avec un sorbet ou un gel qui kick un petit peu, voilà. Alors, il y a un grand sujet, tu m'en parlais un petit peu avant qu'on commence cet épisode, et même quand on s'est contacté pour organiser tout ça. Donc, t'es partie il y a pas longtemps donc du dernier endroit où tu travaillais Oui. pour te lancer du coup plutôt à ton compte. Est-ce que Oui. tu peux nous raconter tout ça? Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix? Et quel est un petit peu ton projet Eh bien, en fait, j'ai pris cette décision parce que c'est vrai que mon objectif premier, c'est de rassembler, de faire plaisir. J'ai toujours aimé la cuisine du partage, quoi, où Ouais. on se retrouve tous ensemble, on mange, on picore. Chacun est libre de manger, enfin surtout les brunchs. J'adore les brunchs. Avoir
qu'il y ait une table avec plein de choses différentes et que chacun se serve comme il a envie, ce qu'il a envie en fonction de ses goûts. Et c'est vrai que j'avais perdu un petit peu cette flamme d'avoir des retours, même si des fois les clients ils viennent au pass, ils viennent discuter en cuisine. C'est vrai que la plupart du temps ils osent pas ou ils pensent pas à le faire. Et donc mon projet ce serait de cuisiner chez l'habitant, donc chez mon client, et de pouvoir avoir justement ce partage et cet échange. S'il a des questions à me poser, si des fois il veut rester à côté de moi, regarder comment je fais pour pouvoir le reproduire lui-même, voilà, avoir cet échange, je trouve ça important. C'est venu d'où ça ? Est-ce que c'était une idée que tu avais il y a longtemps, même pendant que tu faisais tes études, etc., et où tu t'es dit un jour j'ai envie de faire ça, ou c'est né justement en vrai je trouve ça triste d'être dans les cuisines mais pas avec avec ceux qui le mangent, enfin... Alors c'est venu grâce à mon entourage, à mes amis, à ma famille. C'est vrai que très jeune, j'ai eu mon indépendance. J'ai emménagé très jeune à Paris, toute seule. Et tous les ans, je fais une fête d'anniversaire et je reçois entre 30 et 40 personnes. Okay. Et je fais tout moi-même. Et j'ai toujours aimé avoir des occasions. En fait, les occasions, je les créais un petit peu, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait Noël, on va faire le Noël avec les amis. Le jour de l'an, on va faire un dîner entre potes. La galette des rois, c'est super, on va faire un repas et puis on finira sur une bonne galette des rois. J'ai toujours trouvé les événements pour pouvoir justement justifier le fait que de pouvoir recevoir. Quoi. Exactement. Ouais. Et en fait, les gens, mes amis me disent, c'est comme ça, il y a des gens qui adorent recevoir et qui ont moi, c'est comme ça, j'aime faire plaisir, j'aime faire découvrir des associations de saveurs, j'aime rassembler. Et il y a quelque chose aussi que j'adore faire, c'est quand quelqu'un me dit, j'aime pas ça, j'aime pas cet aliment, j'adore le pouvoir faire changer d'avis, quoi. Ça, c'est quelque chose que, voilà. Et aussi, les habitudes alimentaires de chacun. J'ai toujours aimé retenir ce que ma mère aimait, ce qu'elle aimait pas, même mes amis autour de moi. Voilà, c'est mon truc. Pour toi, la cuisine et la pâtisserie, c'est vraiment quelque chose qui rassemble. Oui. Il y a un côté, ça doit être convivial. Totalement. Chacun doit y trouver son compte et c'est un moment de partage, quoi. Totalement. Quand tu dis ça, déjà je me suis dit, en plus visiblement ça ne te dérange pas de faire ça souvent parce que tu as cité Noël, le jour de l'an et la galette. Je me suis dit vraiment, il y a 15 jours entre chaque, donc ça ne te fait pas peur le côté... Non. On le fait souvent. Non, pas du tout, au contraire. Ouais, dans ton monde idéal, tu voudrais faire ça toutes les semaines ? Franchement, si j'avais des potes qui pouvaient se marier... j'adorerais, quoi. Les anniversaires, tous les événements sont propices à se rassembler et à faire des buffets, quoi, pour moi. Et donc là, tu t'es dit, je vais transformer ça. Certes, ça sera pas pour mes proches, mais je m'intègre du coup un petit peu chez les autres pour leur permettre de vivre ces moments-là. Exactement. Donc c'est dédié à des personnes justement qui veulent faire... de manière, en particulier du coup des soirées, des fêtes, etc. Et du coup, toi, principalement, mais pas que, aussi des gens qui au quotidien aiment bien manger mais ne savent pas trop, n'ont pas trop le temps de le faire. Voilà, moi mon projet ce serait de pouvoir leur faire à manger pour toute la semaine et avoir justement des Tupperware pour le lundi, le mardi, puis il choisit ce qu'il a envie de manger en fonction de ses envies. Donc il y a quand même aussi un côté transmission presque. Parce que tu disais même si on veut me regarder et que je montre certains trucs, c'est finalement presque des cours bien sûr. Aussi de... Bien sûr. J'adore transmettre. C'est vraiment une belle... pour moi, c'est hyper important. C'est encore une fois, c'est le partage. Est-ce que t'as pas peur que tout ça soit un peu aux dépens de la créativité, entre guillemets, dans le sens où... mine de rien, quand t'es dans un restaurant ou dans ta boutique, t'as plein de matériel à ta disposition, t'as plein de produits à ta disposition aussi, et c'est aussi, tu peux un petit peu créer ce que tu veux. Là, du coup, de devoir t'adapter, donc déjà dans des cuisines de particuliers où il n'y a pas autant de matériel, etc., et en plus
Ou est-ce que c'est des gens, tu vois, qui sont aventuriers dans les goûts, dans les saveurs? Enfin, est-ce que t'as pas peur de perdre un petit peu ce côté créatif? Non, du tout. Au contraire, pour moi, c'est un challenge qui... Enfin, c'est même pas un challenge parce que j'ai souvent... Enfin, j'adore m'adapter en fonction de ce que j'ai. Je pense que c'est bien que maintenant, je suis tout à fait d'accord à ce qu'on a. Maintenant, il y a énormément de matériel de précision pour sublimer, autant dans le visuel que dans les techniques de réalisation. Je trouve ça super, je trouve ça innovant, je trouve ça génial, mais il faut quand même pas oublier que c'est souvent dans la simplicité que on retrouve des choses magnifiques. Et au contraire, enfin moi, quand je vais en vacances chez ma grand-mère et que il y a pas grand-chose pour cuisiner, on arrive quand même à faire des choses. Tant qu'on a de bons produits, on peut toujours faire de grandes choses, même avec peu de moyens. Est-ce que, enfin, effectivement, il y a vraiment, je trouve, un côté presque. Tu vois, je me suis fait un peu l'avocate du diable, je l'ai fait exprès de te poser cette question juste avant, mais je me doute que presque c'est encore plus de créativité parce que tu dois réfléchir. Oui. C'est peut-être pas la même créativité, Oui, exactement. mais en tout cas, tu dois forcément réfléchir à du coup la manière dont tu vas pouvoir réussir à faire ce que tu as en tête. Tout à fait. C'est voilà, il faut être un petit peu penser différemment, se dire j'ai pas de cellules de refroidissement, c'est pas grave, on va mettre dans des choses plus petites, on va mettre moins de matière pour que ça refroidisse plus vite. J'ai pas de thermomètre, c'est pas grave, faut avoir confiance en soi. On sait que il y a des choses, c'est à l'œil, il y a des choses, on sait qu'on va réussir quand on sait cuire. Enfin, ça fait des années qu'on est censé savoir faire une crème anglaise. Il y a plus besoin du thermomètre. Il n'y a pas besoin de toujours tout vérifier. Quand la texture est bonne, on sait que c'est prêt, on sait que c'est bon, quoi. Est-ce que tu as des exemples de ce que tu as pu faire dans cette idée-là, de choses où, tu vois, tu as dû trouver justement, enfin, tu as dû te poser un petit peu et réfléchir pour te dire comment est-ce que je vais réussir à faire ce que j'ai en tête alors que j'ai pas à ma disposition tout ce que je pourrais avoir. Bien sûr. Déjà, au niveau, par exemple, pour les décors, pour tout ce qui est tuiles, pour leur donner une jolie forme, moi, j'utilise des couvercles de boîte que je découpe et que c'est moi qui fais mes propres pochoirs, par exemple. Ensuite, par exemple, pour s'il y a un four qui marche pas super bien, qui est très vif, par exemple, et qui peut qu'avoir des hautes températures, je vais allumer le four et puis après je vais cuire mes préparations. Je vais éteindre le four et je vais cuire mes préparations dans le four éteint. J'ai plein d'idées. Enfin, j'ai plein de choses comme ça dans mon quotidien, mais maintenant que tu me poses la question, c'est vrai que sur le moment. Mais t'as vu du coup un changement en tout cas de. Ok, il va falloir trouver des subterfuges, quoi. Bien sûr. Et pour moi, d'ailleurs, un bon pâtissier ou un bon cuisinier, il doit savoir s'adapter quand même avec ce qu'il a. C'est ça, s'il faut faire travailler un petit peu sa réflexion et on trouve toujours des solutions quand on veut bien faire. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous apprend, ça? De se dire, certes, dans tel four, ça fonctionnera comme ça, mais tu changes de four, la cuisson sera pas la même et il faut faire attention et... Je dirais que justement, pas vraiment. À l'école, pas vraiment. Mais c'est sur le tas qu'on apprend en fonction des entreprises que l'on fait, dans les endroits où on va. Des fois, on pensait que il y avait une turbine à glace. Il y en a pas. On pensait que le four, il aurait le mode vapeur. Il y en a pas. On trouve des solutions. Et c'est comme ça que, c'est souvent quand, c'est surtout, les entreprises, les restaurants dans lesquels on va, qu'on apprend, quoi. C'est l'expérience, en fait, les expériences. Est-ce que ce projet, c'est un petit peu, un projet transitoire et, in fine, t'as envie de faire... t'as une autre idée en tête, encore plus précise, de quelque chose qui te... Je sais pas, genre un lieu qui te ressemble, un projet, tu vois, 100% sur mesure, ou est-ce que c'est vraiment genre ton projet final et peut-être tu l'affineras ou quoi que ce soit. Non, c'est pas mon projet final.
En fait, j'ai décidé de faire cette expérience en tant qu'auto-entrepreneur pour démarrer. Je trouvais que c'était un beau challenge. J'aimerais bien faire mes courses en vélo, me déplacer en vélo à Paris et pouvoir me déplacer chez mes clients en vélo. Je trouverais ça très cool parce que c'est mon moyen de transport du quotidien en règle générale. Et mon but final, ce serait, j'espère, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais à 40 ans, pouvoir avoir ma maison d'hôte et puis avoir ma piscine naturelle, filtrée avec les plantes, avoir mon jardin, proposer à mes hôtes le matin la viennoiserie maison, le pain maison, la confiture maison, et puis des repas quoi, aussi. Ça, c'est quelque chose dont t'es arrivé depuis longtemps. Ouais. C'est quelque chose, en fait, quand j'étais petite, mes parents aimaient pas, quand on partait en vacances, ils aimaient pas qu'on aille à l'hôtel ou ce genre de choses. Donc, ils privilégiaient toujours les maisons d'hôtes. Et en fait, moi, j'en garde des super bons souvenirs parce que les gens sont accueillants, ils ont envie souvent de parler de leur ville, des petits producteurs qu'ils ont autour de chez eux. Et en fait, ça crée une convivialité. C'est agréable, quoi. C'est chaleureux. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, quoi. J'ai baigné là-dedans. Mon papa est jardinier. Il m'a appris plein de choses. Ma maman m'a appris le partage, m'a appris... la transmission de bien manger. Donc, pour moi, ce serait une belle conclusion. Tu la ferais où, cette maison d'hôte ? Alors, j'adore tu veux la faire où ? Je ne sais pas encore exactement où. Après, je trouve que la France, c'est vraiment un pays extraordinaire. On a plein de paysages différents. La Bretagne, c'est magnifique. Les montagnes, c'est magnifique. La Normandie, c'est trop beau. Donc là, pour le coup, ça reste encore à réfléchir. Mais je pense, en tout cas, en France. C'est très chouette. Ça veut dire que, en fait, finalement, tu as envie d'avoir les choses à petite échelle, entre guillemets. Oui. Mais de t'occuper de 100%. Oui, le plus possible. Parce que, oui, en fait, tu veux pas te dire... je veux une boutique où je fais juste des desserts. Tu veux pas juste faire de la viennoiserie. Tu veux vraiment faire entrée, plat, dessert, petit déjeuner et penser toute la globalité. Exactement. Et puis aussi, transmettre, je pense que à l'heure d'aujourd'hui, vu tout ce qui se passe dans le monde, le réchauffement climatique, tout ça, moi, tous ces sujets me tiennent énormément à cœur et je pense que c'est important de transmettre assez tôt aux jeunes, aux gens, le savoir-être, le savoir-vivre, respecter la nature. Et si je peux apprendre tout ce qu'on m'a appris, ce serait, pour moi, c'est fabuleux, quoi. À quel moment, toi, tu as eu toute cette prise de conscience tu vois, je pense notamment un peu écologie environnementale. Et comment t'as eu envie aussi, toi, de l'adapter dans ton quotidien parce que, mine de rien, il y a un truc, je trouve, où, tu vois, effectivement, pâtissier, on travaille quand même beaucoup avec des produits. Donc, finalement, on peut aussi... pas avoir un gros impact, mais tu peux changer certaines choses pour changer ton impact directement. Toi, à quel moment c'est venu tout ça ? Assez tôt, parce que en fait, dès le début, moi j'ai eu la chance de grandir dans une maison. Mon papa, on a un petit jardin, mais hyper bien entretenu. On n'a que de l'engrais naturel. On m'a appris très jeune, la base, le tri sélectif. On a notre compost. On a un récupérateur d'eau, donc on arrose nos fleurs avec l'eau de pluie. C'est assez jeune que j'ai pu prendre conscience. Et en fait, après, quand j'ai commencé à travailler, ça m'a assez heurté de voir
savoir que malheureusement, c'est pas quelque chose que les gens, c'est pas des automatismes de base que les gens ont, même en restauration, quoi. Le tri sélectif, pas trop. Les déchets, enfin, on jette beaucoup de choses qu'on pourrait se servir autrement. Alors c'est en train d'évoluer et ça me fait plaisir, mais c'est vrai que je pense qu'il faut qu'on accélère la cadence et qu'on pousse beaucoup plus la chose jusqu'au bout. Bah en fait, oui, je pense que, tu vois, il y a un truc où tu dis presque, c'est un des milieux où tu peux dire que c'est intégré. Puisque justement, il y a tellement ce travail du produit, du respect du produit, surtout quand on va dans des domaines un peu luxe, etc. Il y a quand même un truc de, faut respecter le produit. Et en fait, pas du tout. Donc c'est ça qui crée un décalage. Ouais. Bah c'est en fait, après, tous les restaurants ne sont pas pareils, hein, mais quand vous êtes dans le milieu de l'étoilé, le visuel a un impact, enfin c'est très important, c'est primordial. Donc quand vous avez la même carte pendant plusieurs mois, il faut que le produit, enfin qu'il y ait une constance et une régularité sur le visuel. Donc si vous avez par exemple des fruits, des légumes enfin j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des restaurants où on privilégiait le bio, mais des fois, enfin si le fruit a pas un visuel enfin le visuel qu'on recherche, le diamètre, les dimensions, bah des fois on le renvoie, quoi, alors que pourtant il est tout aussi bon. C'est pas parce que visuellement il a des petits nions, il a des petites noirceurs, on peut quand même le travailler, quoi. Et ça, je trouve ça dommage. Je pense qu'il y a plein de choses là-dessus auxquelles on devrait penser. Après, comme tu dis, je pense que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Oui. Mais malgré tout, en fait, je pense qu'il y a aussi des endroits où c'est compliqué, notamment par rapport à la clientèle. Bien sûr. Où du coup, c'est aussi un peu une clientèle qui s'attend à vouloir certaines choses, peu importe finalement, et on peut pas trop refuser, quoi. Bien sûr. Mais après, donc nous, on nous a toujours, enfin moi personnellement, on m'a toujours appris, le client est roi. Ouais. Oui, mais plus le temps avance, plus je suis de moins en moins d'accord avec cette devise. Je pense que les gens, quand ils vont dans justement un restaurant qui est renommé, et ben je pense qu'il faut nous faire confiance et je pense qu'il faut laisser la possibilité au chef de s'exprimer et de montrer ce qu'il a envie de faire ressentir aux gens. Et je pense que il y a des choses où on devrait un peu plus évoluer sur le visuel, par exemple aussi ce qui est beau et ce qui est moche. Je pense qu'il faudrait avoir une ouverture d'esprit un peu plus plus ouvert. Oui, en plus, au-delà de où ça déjà c'est un gros sujet, tu vois, toute la partie saisonnalité. Oui. Qui paraît logique pour plein de gens, mais qui finalement l'est pas tant que ça si on regarde à plus grande échelle. Bien sûr. Où en fait, je trouve ça presque aberrant, tu vois, de se dire il y a encore des gens qui finalement ils s'en fichent un petit peu de savoir si c'est la saison et si on peut en manger. Mais du coup, non seulement il y a ça, mais effectivement, comme tu dis, il y a aussi toute la partie est-ce que j'ai utilisé tout mon produit ? Est-ce que, certes, c'est très joli, mais en même temps, il manque la moitié du fruit pour que ce soit aussi joli. Exactement. Est-ce que j'ai envie de jeter cette moitié du fruit ? Enfin, il y a aussi toute cette réflexion-là, effectivement, qu'on a moins, entre guillemets, aujourd'hui. Tu vois, en fait, j'ai presque la sensation que la saisonnalité, c'est de plus en plus intégré. Oui. Et il y a de plus en plus, comme tu dis, finalement, tu vois, de boutiques qui prennent le pas en se disant... Bah moi, je fais que de saison, et donc si on me demande une tarte aux fraises et qu'on est en mois de décembre, bah j'expliquerai pourquoi j'en ferai pas. Exactement. Et donc le client n'est pas tant roi que ça, comme tu dis. Genre c'est un peu, on va lui dire, bah non, c'est pas la saison, je le fais pas. Mais du coup, il y a après cette deuxième démarche qui est de comment je réduis tout le gaspillage alimentaire. Exactement. Et ça qui est beaucoup plus compliqué et à qui mettre est en place dans un restaurant, ouais, c'est ça. sûr. Et qui est moins mis sur le devant. Enfin, et en fait, dont on se rend pas compte aussi de l'extérieur. Bien sûr. Tu vois, en tant que consommateur, c'est difficile de dire entre ces deux restaurants lequel gaspille moins, est-ce que j'en suis conscient, et comment repérer aussi. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est pour ça aussi que maintenant, dans le guide Michelin, on a l'étoile verte. Ouais. Donc ça, je trouve que c'est une belle... c'est bien. C'est bien qu'on puisse... qu'on y ait pensé. C'est bien. Non, mais effectivement, mais
c'est compliqué et je pense qu'il y a encore plein d'autres choses et surtout pour aller vers... tu vois, on parlait un petit peu d'écologie tout à l'heure. Oui. Je pense qu'il y a encore plein de pas à faire aussi pour avoir quelque chose qui est 100% respectueux de l'environnement. Totalement. Et qui pose aucun problème et où en fait il y a des réflexions qu'on n'a pas encore parce que je pense qu'il y a plein de choses qui sont aussi compliquées à mettre en place, malgré tout. Et aussi pour les agriculteurs, Ouais. C'est très dur pour eux. Oui, c'est ça. Et encore, je trouve que, mine de rien, ça fait quelques années que on est au courant qu'il y a des gelées tardives et que certaines années, on n'a pas certains fruits. Oui. Mais il y a ça, mais tu vois, je pense qu'il y a aussi plein d'autres... et à l'inverse aussi, maintenant, les fruits, par exemple, les fraises, début avril, il y en avait déjà plein, même avant, fin mars, il y en avait déjà sur les étals, quoi. Parce que des fois, on essaie de respecter les saisonnalités, mais à l'heure actuelle, les saisonnalités, elles sont aussi... c'est perturbé, tout est perturbé. Oui, c'est ça, il y a ça. Et puis après, tu vois, je pense que... il y a pas longtemps, j'ai fait toute une série sur le chocolat. Oui. Pour comprendre un petit peu tout l'impact qu'a le cacao et le chocolat sur le monde, l'environnement, etc. Et donc, c'est un produit qui est extrêmement émissif, extrêmement polluant, notamment sur la partie déforestation, etc. Oui. Et tu vois, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est encore très compliqué dans l'esprit de tout le monde, et je m'inclus dedans, hein, tu vois, de se dire... Bien sûr. Demain, je réduis vraiment ma consommation de chocolat parce que c'est plus possible, quoi. Et oui. Mais c'est comme ça avec tout, hein, même dans le salé. Hein. Il y a tellement de choses, c'est compliqué de demander à quelqu'un qui a été habitué à manger tous les jours de la viande, de lui demander drastiquement de... Après, moi, je pense que tout est question d'équilibre. Hein. Moi, ma famille, pareil, hein, mon papa, c'est un grand viandard. Mais quand... on a réussi, maintenant il peut manger peut-être une fois de la viande dans la semaine parce que une fois qu'on est conscient, faut quand même être conscient de ce qui se passe dans le monde et puis de faire des efforts. Et je pense que si tout le monde faisait des efforts à son échelle, et on pourrait pas arrêter de manger de la viande ou arrêter de manger... en manger moins et il y en aurait pour tout le monde et de meilleure qualité. Moi, je mange de la viande quand je vais au restaurant, une fois par semaine et puis ça me va très bien. J'ai réussi à avoir une alimentation. Quand vous vous informez, quand vous faites attention, vous pouvez trouver plein de substituts autrement. J'adore les oléagineux. Moi, j'adore le lait normalement de vache, mais j'ai quand même drastiquement réduit parce que, puis notre corps, il est pas fait pour boire du lait de vache en adulte hyper régulièrement, quoi. C'est pas sain. Mais tu vois, alors dans plein de secteurs, mais je trouve que finalement, dans le secteur de la gastronomie, au sens très large, j'ai l'impression qu'on vit quand même une grande transformation de, finalement, il y a plein d'idées qu'on avait qu'il faut déconstruire. Oui. Il y a certaines choses qu'il faut travailler d'une nouvelle manière. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, on est aussi... Je pense qu'il y a plein d'enjeux techniques, en fait, actuellement et dans les années à venir, techniques, idéologiques, etc., que je pense on n'a pas trop eu jusqu'alors. Tu vois, je pense que... Il y a eu toute une partie, si on pense à la pâtisserie, tu vois, de plutôt déjà l'amener sur le devant de la scène, parce qu'effectivement, mine de rien, même il y a 15 ans, on en parlait moins aussi des chefs pâtissiers et pâtissières. Donc déjà, il y a eu toute cette partie-là. Du coup, il y a eu tout l'affinement des techniques, et tu vois, aller vers du toujours plus, montrer des techniques de plus en plus raffinées, etc. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une part de ça, mais je pense qu'il y a aussi une part de... faut quand même prendre en considération tous ces enjeux-là pour se dire comment on repense aussi ce métier, les desserts, tout, sous un autre angle, quoi. Je pense qu'il y a un énorme enjeu là-dessus. Bien sûr. Qui est à la fois extrêmement intéressant parce que ça veut dire tu peux construire des nouvelles choses, te dire j'ai réussi à faire ci, à faire ça. Quand tu vois, tu parlais de la viande rapidement, qui a rien à voir avec le sucré, mais effectivement, quand on pense qu'aujourd'hui il y en a plein des marques qui proposent, même si on n'a plus le droit de le dire, du lardon végétal, bien sûr, du jambon végétal, etc. Il y a... C'est assez bluffant. Il y a 10 ans, on n'aurait jamais pu imaginer ça. Bien sûr.
Tu vois, donc je pense qu'il y a aussi... Enfin, c'est un gros tournant de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aussi par rapport à tout ça. Totalement. Et je pense aussi que la pâtisserie d'aujourd'hui reflète aussi un peu la société dans laquelle on se trouve. C'est magnifique, hein, il y a moi j'ai plein d'amis, des collègues de travail qui font des choses incroyables. Visuellement, c'est magnifique. Mais c'est vrai que je pense que aussi des fois, il faudrait revenir un peu plus à l'essentiel et pas oublier pourquoi on fait ce métier-là, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, qu'est-ce qu'on a envie de dégager, qu'est-ce qu'on a envie de montrer. Et, voilà, il faut pas oublier que on fait dans l'alimentaire et que c'est... comment dire, que des fois, il faudrait pas trop non plus pousser la chose au point d'en oublier l'essentiel. Ça, c'est... Toi, c'est quelque chose, du coup, j'imagine, qui était très important pour toi. Oui. Puisque, juste, notamment avec les choix que tu as fait il y a peu. Donc, ça veut dire que ce truc-là est un peu revenu, finalement, a repris le dessus. Où tu disais, bah, au début, j'étais un peu surprise de... ah bah tiens, ici, finalement, il y a du gaspillage, il y a ceci, il y a cela. Mais, tu vois, on pourrait se dire, tu peux l'intégrer. Et en fait, te dire, bon, bah, c'est comme ça. Mais finalement, toi, t'as eu un peu ce truc de ça. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Alors oui, moi c'est toutes les petites boîtes rouges, tous les additifs qu'on utilise en pâtisserie. Et puis quand j'étais à l'école, le dernier diplôme que que j'ai passé, je me suis dit, je me posais plein de questions. J'adorais la techno et je me disais mais toutes ces boîtes-là, mais qu'est-ce qu'il y a exactement dedans? Mais est-ce que c'est pas dangereux pour la santé? Et en fait les réponses, on les a pas trop, c'est pas très très clair. Donc moi je me suis dit bah c'est pas très très clair, bah je vais tout faire pour les utiliser le moins possible. Je pense qu'on nous a souvent, à l'école, on nous apprend à réaliser des glaces avec plein de stabs. Voilà, moi je pense que c'est pas primordial. Alors oui, il faut savoir s'adapter. Il y a des inconvénients aussi à ne pas à faire le choix de pas se servir de ces additifs-là. Mais après, il faut savoir juste tout simplement l'expliquer aux clients. Et puis aussi au niveau de sa production, fonctionner différemment, faire des petites quantités, mais en faire régulièrement pour pas qu'il y ait du givre qui apparaisse, pour pas qu'on ait ces petits grains d'eau. Voilà, c'est tout, c'est plein de choses. C'est une façon de raisonner et de produire qui est différente, mais même si c'est un peu plus contraignant pour moi, je me sens mieux dans ma tête, je suis plus à l'aise avec moi-même et mes convictions. Je pense que tu l'as un petit peu dit quand même, mais j'ai envie de te poser la question, c'est quoi pour toi la pâtisserie? Ça représente quoi? Ça veut dire quoi? La pâtisserie pour moi, c'est de la gourmandise, c'est du partage parce que c'est important, c'est à la fin, c'est souvent quand on a bien mangé. Enfin moi personnellement j'aime bien finir sur une petite note de sucré. Euh, c'est rassurant. C'est aussi bon pour moi des fois quand j'ai des petits coups de mou, que je suis un petit peu triste ou quoi, j'ai souvent envie de manger un peu plus du sucré. Voilà, c'est du réconfort. Et surtout de la générosité. Voilà, parce que même si on peut finir après un repas, finir sur un dessert léger, par exemple, il y a plein la gourmandise, c'est quand même un Ouais. bon synonyme. Ah, c'est vrai que pâtisserie, oui, ça va bien avec Ouais. gourmandise. Euh, Merci beaucoup. En vrai, c'était passionnant. On a abordé plein de sujets. Et maintenant, je te propose pour terminer cet épisode de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si toi, t'étais un dessert, tu serais lequel? Oh, si j'étais un dessert, je serais Un lequel? dessert dans une pâtisserie... Enfin, tu vois, une pâtisserie classique où il y a tous les desserts qu'on connaît de la pâtisserie française, tu serais lequel? Sur la pâtisserie française. Non, j'allais Ah. dire... C'est ce que...
Tu peux être un pâche-théiste des nata si tu veux. Et bah écoutez, je serais... Alors c'est très très dur parce que dans les classiques, j'en ai beaucoup. Euh, hmm, C'est très difficile d'en choisir un parmi... J'imagine. Je vais dire que je serais le Saint-Honoré. Ok, pourquoi? Un bon Saint-Honoré, pour moi, c'est une crème diplomate très légère, intensément vanillée. Et pour casser un petit peu le gras, un caramel un petit peu, enfin, quand même assez poussé dans la coloration pour avoir cette amertume et casser le sucre de la crème. Et puis un bon feuilletage, quoi. Ces trois techniques, le feuilletage, c'est savoir faire un bon feuilletage, c'est bien, maîtriser le caramel et faire une bonne crème onctueuse. Ouais, ça me correspond bien, simplement. C'est quoi ton péché mignon? Mon péché mignon, j'en ai beaucoup aussi, c'est ça le problème. J'adore la crème de marron. Donc j'en mets un peu partout dans mes desserts, les crêpes notamment avec un petit supplément chantilly, les gaufres. Ouais, je dirais que ça serait mon péché mignon et la crème de marron. C'est quoi la dernière saveur que t'as découverte et aimée? Ça peut Hmm. être une saveur que t'as redécouverte, tu vois, ou une alliance que t'as découverte. Ah bah, c'était tout à l'heure, je suis allée au Palais du Thé et j'ai dégusté une infusion faite à froid, mais je me rappelle plus exactement. C'était un mélange de graines torréfiées. Je l'ai noté quelque part, mais je me rappelle plus exactement. Je suis désolée. Je sais pas. Euh, c'est quoi l'ingrédient dont tu peux pas te passer L'ingrédient dont je ne peux pas me passer. quand tu fais un dessert? Hmm. Je peux me passer de tout parce que justement, j'essaie d'avoir une cuisine où je peux m'adapter à tout. Ouais. Mais Ah, il y en a un où, tu vois, je te dis, demain, t'as plus le droit de l'utiliser. Bon, tu t'adaptes, mais c'est pénible, quoi. je dirais le miel. Ok. Ouais, le miel. J'adore le miel. Que ce soit dans les biscuits, dans les crèmes, dans les... ah non, ouais, le miel pour moi c'est important. T'as un miel de préférence? Hmm, J'aime bien les miels à base de fleurs, mais j'aime bien les miels aussi intenses, miel de châtaignier. Ouais. Ouais. Très bien. Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui t'aimerais bien faire une création à quatre mains qui aurait des saveurs un peu inattendues? Ah bah alors j'ai une très bonne amie à moi, mais je pense que tu l'as certainement interviewée. Elle s'appelle Jeanne Lecourt. Oui. Et bah voilà, on a à peu près les mêmes valeurs, les mêmes convictions, donc je pense qu'on n'aura pas de mal à faire une création toutes les deux. Et vous l'avez jamais fait? On l'a jamais fait, c'est vrai. Et je lui en ai parlé il y a pas longtemps. Je dis mais pourquoi on ferait pas une petite vidéo là sur Insta où on choisit des goûts et puis on fait ça pour le fun. Ouais. Il faudrait parce qu'elle a beaucoup beaucoup de travail et du coup c'est vrai qu'avec nos emplois du temps c'est toujours un peu compliqué de. Mais ouais, ce serait Jeanne. Très bien. J'ai 5 dernières questions. Oui. Plutôt vanille ou chocolat? Vanille. Agrumes ou oléagineux? Ouh, c'est dur. C'est dur, c'est très dur, mais je dirais oléagineux. Basilic ou origan? Ouh, c'est dur aussi. J'aime les deux, c'est très très dur. Je vais dire le basilic. Glacerie ou chocolaterie? Glacerie, Ça sans hésiter. sans hésiter. J'adore le chocolat, mais la glace, on peut faire tellement de choses. Et ça te permet d'apporter de la température dans tes... Exactement. Donc effectivement, petit plus. Et enfin, cake ou tarte? Ah, c'est très dur, mais je suis une grande fan de la tarte. Pour moi, on peut faire de la tarte aux fruits, on peut revisiter la tarte de 10 000 façons. Ouais. Et c'est un dessert
pour moi, il y a tout, quoi. Il y a le croquant de la pâte, la fraîcheur du fruit. Si vous voulez apporter de la gourmandise, on peut mettre une crème d'amande, on peut mettre il y a plein de choses à faire sur la tarte. Oui, c'est ça, je trouve. Une tarte, c'est déjà un dessert très élaboré en soi. Enfin, tu peux faire un dessert très élaboré à partir d'une tarte. Oui. Et en plus, à faire aussi, c'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant et je pense qu'il y a plein de sujets que j'ai adoré aborder, que j'aurais pu aborder encore très longtemps. Moi aussi. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc ça peut être une recette à tester, un ingrédient à goûter, enfin ce que tu veux. Quel défi est-ce que tu peux nous lancer ? Eh bien, écoutez, on a parlé de la crêpe tout à l'heure et je regarde souvent Top Chef. Donc, en ce moment, ils ont eu un défi il n'y a pas longtemps de faire la crêpe soufflée. Donc, je dirais une crêpe soufflée. Ça, tu l'as déjà fait ? Oui. Mais tu l'as déjà fait de la façon dont ils le font ? Ils en ont fait de plusieurs façons. Oui, c'est ça. Non, mais parce que j'avais fait... Claire Hitzler, tu sais, elle fait un dessert de crêpes soufflées. D'accord. Enfin, où c'est le dessert de crêpes qu'on connaît classique, mais là où du coup elles sont en version soufflée. D'accord. Ce qui n'est pas du tout la même technique qu'ils ont utilisée dans Top Chef. C'était eux, alors c'était au niveau de la garniture qu'ils avaient fait souffler. Oui, c'est ça. C'était dans la garniture qui était soufflée et pas la crêpe. Là, ce sera la crêpe, pas la garniture. C'est ça, comme la version de crêpe. T'as des conseils pour bien la réussir ? Pas trop monter... Faire attention à pas se brûler les pas trop serrer les blancs. Il y a un équilibre à avoir, mais qui soit quand même suffisamment... et être délicat dans le mélange. Pas trop... faut aller délicatement. C'est vrai que c'est compliqué à expliquer comme ça, mais dans le geste, avoir une gestuelle pas trop vive, faut être doux. Ouais, et faire attention effectivement à quand même pas se brûler les doigts quand on sort la poêle du four. Exactement. C'est traître, je trouve. Je trouve. Qui est-ce que tu as envie soit le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro ? Eh ben, je dirais un pâtissier avec qui j'ai eu l'occasion de travailler à la fin de mon dernier restaurant, mais Jordan Papineau. Ok. Voilà, c'est une belle personne qui est pédagogue et très doux. Et ça fait du bien de travailler avec ce genre de personnes. Bah écoute, merci beaucoup, je le contacterai. Et puis, je te laisse le mot de la fin pour clore cet épisode. Qu'est-ce que tu as envie de dire ? J'ai envie de dire, faites-vous plaisir et que le savoir est une arme, donc c'est important de se renseigner et que votre corps, c'est ce qui porte votre âme, donc prenez soin de vous et faites attention à ce que vous mangez. Merci beaucoup et puis moi je te souhaite aussi tout le meilleur dans ce projet et j'espère qu'on verra très bientôt du coup ta maison d'hôte. Merci. On pourra venir très prochainement manger des petits pains au chocolat le matin. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!